je passe la parole à M. Jacques Roupi, qui va être le modérateur de cette soirée. Merci, bonsoir tout le monde. Je serai très bref car nous avons 4 interventions et puis surtout un débat avec vous. La publication circule. Oui, mais on ne voit plus rien, c'est éteint. On ne peut plus lire, c'est éteint. Le thème de l'exil tchèque et slovaque en France, ça nous a occupé ici une ou deux fois déjà dans le passé, mais généralement c'était concentré sur la période de l'après-guerre. Et bien entendu, si je devais résumer le propos, je dirais l'influence de cet exil était culturellement, intellectuellement plus importante pour le pays ou pour le milieu de l'exil lui-même que pour l'influence qu'il aurait exercée sur la politique française. On pourrait dire l'inverse pour ce qui concerne l'exil tchèque et slovaque en France pendant la Première Guerre mondiale. Influence dans le pays, aléatoire, vous l'imaginez, dans les circonstances, et le milieu exilé était quand même était relativement restreint. Par contre, l'influence politique, diplomatique, auprès des élites françaises n'a pas été importante. C'est ce que vont confirmer ou infirmer les intervenants qui vont suivre. C'est un sujet très intéressant parce que la publication que vous voyez est liée à un projet politique. Et un projet de cette nature mélange, dans les circonstances de la Première Guerre mondiale, la propagande et la diplomatie. On est à cheval sur les deux, et le mot propagande a acquis une telle connotation péjorative au XXe siècle avec les grands manipulateurs totalitaires qu'on oublie que c'est un terme qui peut être utilisé, que j'utilise en tout cas ici, de façon beaucoup plus neutre pour situer le cadre de la publication qui nous intéresse ici. En gros, ce dont il s'agissait, formuler un projet politique, le projet de la nation tchèque, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, où les buts de guerre occidentaux n'étaient pas clairement formulés. Ils étaient en gestation, en quelque sorte. Et c'est là où une publication, même de taille réduite, mais surtout les idées qui y sont débattues, ont bien sûr leur importance. Et on pourrait faire un peu le parallèle, de même qu'à Londres, Masaryk avait son entrée dans les milieux diplomatiques et académiques avec Robert Seton Watson. On peut dire à Paris, il y avait pour Bénèche, il y avait Ernest Denis. Donc on peut faire là aussi une comparaison intéressante qui peut-être sera mentionnée dans la discussion. Il y a de nombreuses figures de l'exil tchèque à Paris qui seront mentionnées ce soir. Certaines sont connues à cause aussi de leur rôle ultérieur, comme Pilsudski, Sekhavi et surtout Stefani. Un nom qui est peut-être moins connu ou méconnu, celui de Rudolf Keppel, qui était la cheville ouvrière de cette publication et qui, jusqu'en 1919, donc l'a dirigé. Et je suis, à titre personnel, doublement heureux d'être là ce soir, à la fois parce que tout ce qui rien de ce qui est tchèque ne m'est étranger, on peut dire ça comme ça, et parce que celui qui parlera de façon plus personnelle de Rudolf Keppel n'est autre que Gilles Kepel, que je connais depuis 35 ans, quelque chose comme ça. Nos bureaux étaient mitoyens, lui s'occupait des barbus, moi je m'occupais des dissidents, et nous échangions des propos, pas toujours
très amène sur le sujet de l'autre. Qui avait moins d'importance? Qui serait plus important un jour? Moi, j'ai cru brièvement triompher en 89. Voilà ces dissidents, ces intellectuels marginalisés, voilà où ils sont, voilà où se fait l'histoire. Et évidemment, mon triomphe, qui n'était pas modeste, mais qui a été éphémère, car très vite, et hélas ça dure sur un mode tragique, les barbus sont devenus le sujet majeur qui occupe non seulement mon ami Gilles Kepel, mais qui en occupe tous. Mais il n'est pas là pour parler de cela. Il est là car nos échanges avaient pour thème, outre celui que je viens de mentionner, aussi notre lien ambivalent avec les Tchèques ou la tchéquitude. Donc, le fait qu'il soit revenu sur le tard, qu'il ne puisse désormais plus renier un élément de tchéquitude qui est le sien, c'est un triomphe que je ne m'approprie pas, mais auquel j'ai peut-être modestement contribué. En tout cas, je suis très heureux de donner la parole en premier à Gilles Kepel pour nous évoquer, sous un angle plus personnel, son grand-père Rudolf, la cheville ouvrière de la nation tchèque. Merci beaucoup Jacques, merci à toutes et à tous d'être venus nombreux pour ce petit événement qui au départ avait un caractère purement à la fois sentimental et curieux, et étant quand même un universitaire, même si je ne connais rien scientifiquement au monde tchèque, j'en ai eu quand même les exigences dès que je me suis intéressé à cette histoire. Et merci beaucoup à toutes et à tous ici d'avoir accepté d'être présents à cette tribune pour évoquer cette période qui m'a beaucoup intéressé. Jacques a mentionné très rapidement qu'il a été d'une certaine manière le psychopompe de mon initiation mystique à la redécouverte de la moitié de mes origines, puisque ma mère était mentonnaise. Et en effet, je ne me suis jamais véritablement intéressé à mon identité tchèque. Mon père ne parlait pas tchèque à la maison. Mon père, pour certains d'entre vous qui le connaissent ou qui l'ont connu, il a fait un spectacle dans cette salle qui s'appelle Milan Kepel, qui a été le premier traducteur de Václav Havel en français, et aussi l'adaptateur du brave soldat Švejk de Hašek à la scène. Un moment très important dans notre vie, cette pièce a marché et on a cessé d'aller en vacances en camping et on est allé à l'hôtel. On ne savait pas du tout ce qu'on portait dans l'hôtel, ma mère et moi. Et donc, mon père est tombé malade il y a quelques années, comme beaucoup de personnes âgées. Il a perdu toute sa mémoire récente et quand j'allais le voir, c'est-à-dire assez souvent, la seule manière de parler avec lui, c'était de parler du passé. Et d'avoir quelque chose, d'avoir une conversation, d'avoir quelque chose qui tenait. Et de ce fait, il m'a parlé de son enfance, il m'a parlé de son père énormément, de leur vie, de leur errance, de Genève, de la Bohème à Genève, puis à Paris, puis à Londres pendant la guerre, puis en France ici, etc. Puis il a rencontré ma mère et il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire votre serviteur, en 1955, qui n'a pas connu très bien Rudolf Kepel, car il est mort en 1958, quand j'avais 3 ans. Donc je n'ai aucun souvenir à raconter sur lui. Mais donc je me suis intéressé à ça va tout d'un coup, le personnage m'a intéressé, et j'ai commencé à me documenter. Il se trouve que ma tante, la sœur de mon père, qui était partie en Écosse, y est décédée. C'est elle qui avait les documents familiaux, les journaux, les lettres et beaucoup de photos. Et c'est moi qui étais son héritier. Donc j'ai rapporté tout ça à Paris. Et un jour, Jacques m'a demandé de collaborer à l'écriture de la conclusion d'un livre. Je lui ai mis le marché en main. Je lui ai dit, je veux bien, mais regarde tout ce que j'ai rapporté ici. Donc il a regardé.
il m'a dit que si je ne lisais pas Antoine Marès, j'étais un âne, donc je me suis immédiatement exécuté. Ça a été mon initiation numéro 2. Et puis j'ai découvert également, en farfouillant les travaux de Stéphane Reznikov, ici présent, qui est devenu également un très bon ami, et visite obligatoire à chaque fois que je vais à Prague, obligatoire avec plaisir, et puis également les travaux de nos autres participants, également ici, Marc Pétain et Jean-Baptiste. Et donc je ne savais même pas que la nation tchèque existait, enfin le journal. Et j'ai découvert ça avec stupéfaction, d'autant plus stupéfaction que sur les premiers exemplaires, la NES, ce n'est pas ici, ce sera plus tard ici, c'était 23 rue Boissonnade, c'est-à-dire le domicile de Rudolf, et là où j'ai grandi. Mon père avait repris son appartement. Et qui plus est, j'habite maintenant rue Saint-Jacques, tout à côté de la place Ernest Denis, place à laquelle je n'avais accordé aucune attention jusqu'alors, donc ce qui prouve que moi je suis un providentialiste athée personnellement, donc je trouve que ça marche parfaitement. La nation tchèque a été pensée, même si elle a été faite officiellement rue Boissonnade, c'est son appartement, rue Michelet, qui était la rue que je traversais quand j'allais dans la rue Boissonnade au lycée Montaigne pour faire mes études. Donc tout ça me semble quelque chose qui est parfaitement cohérent. Donc, et de fil en aiguille, nous sommes arrivés à travers des conversations amicales et des agapes multiples à l'idée de cette soirée pour laquelle je remercie beaucoup Michael, et également au fait que donc Michael m'a mis en contact avec M. Zelenka, qui a fait les agrandissements de ce très beau bas-relief dont je nous ai parlé tout à l'heure, de Otakar Spaniel. J'étais très fier qu'il ait fait la statue de Masaryk qui est devant le château à Prague, et que nous avons inauguré tout à l'heure. Alors, quelques mots simplement, brièvement, parce que moi je suis ici, c'est formidable, je suis ici en dilettante, et je ne regardais pas toutes les photos peut-être de ce truc-là, parce que elles sont pas vraiment en présentation publique, et donc attention quand même, je regarde chacun, sortir sous les huées, et donc quelques éléments sur Rudolf. Donc vous avez enlevé la seule chose vraiment importante, la voilà. Donc ça a été pris, alors vous allez croire que c'est incroyable, le vendredi 13 novembre cette année, où je nous avais porté un buste de Rudolf, enfin le même chose, un relief fait par M. Zelenka, au lycée de Tabor, où il a eu son bac en 1895, et dans ce village où il est né. Je vais vous en dire un petit mot. Le 13 novembre, c'est le jour où il y a les attentats à Paris. Je les apprends ce jour-là où j'honore la mémoire de mon grand-père, ce qui m'a beaucoup frappé aussi. Et le lendemain, je rentre bien sûr à Paris dans le premier avion pour faire mon métier. Mais fort heureusement, ce soir, je ne le fais pas. Je voudrais vous remercier de me permettre de prendre la parole pour ne pas parler des Arabes ce soir. Je vais essayer de les parler quand même. Donc, quelques mots sur Rudolf. Il est né là, dans cette petite fermette que nous sommes allés donc avec notre ambassadeur à Prague, Jean-Pierre Zagadourian, et dans cette petite ferme où son père était intendant des chasses du domaine de Nadiaïkov. Cet endroit s'appelle, le lieu-dit s'appelle Kalište. Alors je parle avec prudence, je ne connais aucun mot de tchèque sauf pivo, nasledano, ramboa. Et donc, d'après ce que j'en ai dit, Kalište veut dire la bauge où s'ébrouent les sangliers en rut. Et j'ai trouvé que c'était pas mal comme lieu de naissance de la famille. Peut-être, on ne va pas parler de ça ce soir, mais l'obsession de cette famille avec le sexe est peut-être liée, je parle de mes ancêtres, évidemment, peut-être liée justement au fait que nous descendions des sangliers qui s'ébrouaient à Kalište. Bon, c'est une hypothèse que Jacques tu chargera dans une biographie posthume, puisqu'il devrait me survivre à la suite de l'attentat qu'il va m'abattre bientôt, de rédiger.
Il est né là, l'intendant des chasses avait un rôle ambigu puisqu'il vendait tout le domaine de la marquise, dont j'ai oublié le nom, qui habitait à Nedeljkov, pour qu'elle puisse satisfaire un appétit sexuel insatiable avec des hommes de plus en plus jeunes par rapport à elle, donc ça demandait de vendre de plus en plus d'hectares, jusqu'à ce que finalement elle tombe sur un peintre autrichien qui l'a fait mourir à la suite de je ne sais quoi, et il est parti, tout ça a été vendu. Et mon grand-père, pendant ce temps-là, était au lycée à Tabor, où il a eu son bac en 1895, donc à 19 ans. La grande déception, c'est qu'il n'avait eu que la mention passable. Mais il voulait être professeur, et donc il n'a jamais été. Il est revenu 2 générations plus tard d'être exaucé dans la généalogie par son petit-fils. Après quoi, il est allé à Prague, où il a étudié la romanistique française, et sa première nomination, et Stéphane, qui est toujours très précieux, m'a apporté tout à l'heure, ici c'est dans sa poche, c'est au lycée-collège de Vinohrady, qui est sur la colline juste au-dessus de la gare centrale, où il était prof de français, peut-être qu'on appellerait aujourd'hui un PEGC, c'est-à-dire prof de français, tchèque et allemand, c'est ça, Stéphane. Et après quoi, il est allé au lycée de Hradec Králové, enseigner la correspondance commerciale, et en 1908, il arrive à Paris. Alors, ce sont des années extraordinaires, évidemment, c'est l'année où il y a l'exposition Rodin, c'est l'année où Apollinaire vient à Prague, et du reste, l'autre jour à Prague, montrant à une amie Zone d'Apollinaire, pour lui montrer, je devrais savoir par cœur, là, le poème, la strophe qui parle des aiguilles de l'hôtel de ville juif qui vont à rebours. La strophe juste avant, ça se passe à Menton. Ma mère est montonaise, mon père tchèque, donc j'ai vu là encore une coïncidence qui ne peut pas être due au seul hasard. Et il arrive en 1908, il fréquente ici le milieu littéraire, il travaille comme correspondant plus ou moins au correspondant des Narodni Listy, il mange la vache enragée et va rencontrer, selon des circonstances qui sont encore assez obscures pour moi, mais qui vont être élucidées tout à l'heure, Ernest Denis, qui lui confie ce projet. Donc, je ne regarde ça, des choses que je ne vais pas entrer dans l'histoire maintenant réelle et plus dans les anecdotes familiales. Il ne la dirige, et là j'ai la joie de corriger Jacques Courtier, que pendant 2 ans, parce que je pense que tout à l'heure ça nous sera expliqué par Antoine beaucoup plus précisément, il ne s'entend pas avec Bénèche qui l'écarte. Et c'était un catholique très fervent et un ami de Victor Dick, qui était le parrain de mon père. Et puis après, il reste en France. Enfin, on racontera tout ça, il est légionnaire et autres. Il reste en France, il ne retourne pas à Prague. Il épouse une jeunesse, donc toujours la même histoire, beaucoup plus jeune que lui. Mon père naît un peu rapidement d'ailleurs. Et il a un poste à la légation tchèque à la SDN, où il est chef du bureau de presse. Sa jeune femme meurt en couche de ma tante, il rentre à Prague quelque temps, ils reviennent à Paris. À Munich, c'est pas terrible d'être diplomate ou pseudo-diplomate tchèque ici. Ils partent à Londres, où il est, le titre que j'ai trouvé, c'est le chef du bureau du Conseil d'État tchèque. Mon père, lui, est dans le lycée français qui est déplacé en Cumbria. Ensuite, il rentre à Paris, il vivote assez misérablement avec une retraite un peu nulle, mais curieusement, après 1948, l'État communiste a pitié de ce vieil homme. Comment s'appelle le peintre qui est ambassadeur voilà. Hofmeister a pitié de lui. Ouais, a pitié de lui. Et on a retrouvé une correspondance. L'autre jour, j'ai fait une conférence à Prague aux affaires étrangères. Je lui ai dit, ne payez pas, donnez-moi, sortez-moi son dossier. Donc on m'a relu ça très solennellement, avec un peu d'ironie. Et effectivement, mon père, qui était pour emmerder son père, comme on fait tous, devenu communiste en rentrant de Londres, en fait, c'était lui qui avait sauvé la retraite de son père, puisque Hofmeister écrit dans la lettre à je ne sais qui, à la hiérarchie à Prague, pour lui maintenir sa retraite minable, et son fils est un communiste très influent qui permet d'avancer nos idées
dans la société française. Il est le chef de la plus importante troupe communiste de France. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça, mais bon, enfin, c'est rare, vous ne pouvez pas vérifier. Et donc voilà comment mon père communiste, pour emmerder son père, lui a sauvé sa petite retraite. Voilà, là-dessus, bon, l'histoire n'a plus d'intérêt puisque j'arrive au monde, et puis il décède, et il nous laisse des collections de livres extraordinaires. Il a acheté tout, et il a collectionné énormément de choses. Il avait beaucoup de peintures, il avait beaucoup de choses que j'ai trouvé, le peu qui est resté, je l'ai donné à Antoine pour qu'il le mette à l'Institut Slave. Et voilà, donc voilà à peu près quelques éléments très anecdotiques, et j'ai honte comme universitaire d'avoir fait une introduction pareille parce que je suis en dehors de tout ça là. Mais je suis très, très heureux, très bouleversé que ce soit autour de ce prétexte qu'on puisse se réunir et découvrir une partie de ce que vous avez appelé la dimension méconnue à la fois de l'histoire franco-tchèque et aussi de l'histoire tchèque, tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire? Dziękuję, c'est ça? Dobre večer, c'est ça? Les anniversaires, effectivement, ça sert à ça. C'est une commémoration, mais c'est plutôt des prétextes aussi pour reparler de certaines choses oubliées, ou simplement faire découvrir et redécouvrir. Moi, j'étais à Prague justement cette semaine, et j'ai parlé de la nation tchèque à plusieurs historiens qui ne connaissaient pas l'existence de cette publication en France. Donc, même chez les historiens du XXe siècle. Donc voilà, il y a peut-être aussi quelque chose à faire à Prague. Je ne dis pas que nous allons tous continuer de ville en ville, porter la bonne parole. Nous avons comme intervenant suivant pour nous présenter le cadre historique Jean-Philippe Namon, qui est chercheur associé au CNRS, chargé de cours à l'Institut catholique de Paris, et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle La colonie tchécoslovaque en France entre 1914 et 1940. Et le livre est disponible là, avec d'autres publications, ceux qui s'intéressent. Et il y a une édition tchèque qui est parue cette année à Prague aux éditions Academia. Voilà, donc vous avez la parole. Merci. Effectivement, des éléments de contexte, hein, pendant que s'affichent quelques photographies, dont celle où donc, nous voyons votre grand-père parmi des membres du Conseil des colonies tchécoslaves, j'en dirai un mot. Des éléments de contexte parce que effectivement il y a trois facettes que je voudrais juste éclairer en quelques mots à propos de votre père. C'est à la fois de le présenter comme un Tchèque, votre grand-père, de le présenter comme un Tchèque parisien en 1914-1915, au moment où paraît la nation tchèque, de le présenter également comme un membre de la colonie tchécoslovaque, donc de ces gens qui ont ici à Paris voulu agir pour l'indépendance de la Bohème, puis de la Tchécoslovaquie, et un acteur justement de ce combat. Donc trois éléments. Donc quand Rudolf Keppel arrive en 1908 donc comme correspondant des Narodní-listy, très rapidement il est en contact avec le milieu tchèque, et il va entrer en 1909 par exemple dans une association qui s'appelle l'association franco-slave de l'Université de Paris. Donc il est en contact avec également un milieu universitaire tchèque, des gens comme justement Ernest Denis qui en font partie, donc c'est là que se noue ce contact, mais d'autres qui sont spécialistes, qui sont des slavisants, qui peuvent être spécialistes aussi de l'espace polonais par exemple. Et c'est une association qui est destinée à faire de la propagande, donc de l'information, à travers des conférences, mais aussi à travers des concerts par exemple, pour dire qui sont les Slaves, qui sont les Tchèques par exemple, et aussi pour mener une action sociale en faveur des étudiants slaves de Paris. Donc Keppel, c'est à ce moment-là un Tchèque parisien qui commence à tisser un réseau au travers de cette association. Au-delà, on peut dire qu'il n'est pas très représentatif des Tchèques qui vivent à Paris à ce moment-là, puisque
Bon, première remarque, il n'y a pas de Slovaques, hein, très peu de Slovaques à ce moment-là à Paris. Des Tchèques qui sont donc des ouvriers pour certains, depuis les années 1880, mais aussi et surtout des artisans. Donc beaucoup de tailleurs, par exemple. Alors, 30% à peu près en 1914 des Tchèques étaient tailleurs. Voilà. Donc, et d'autres travaillaient dans le secteur du vêtement, des fourreurs, des cordonniers, etc. Donc des artisans, et puis des jardiniers, effectivement, des restaurateurs, il y avait des restaurants tchèques, et puis quelques professions beaucoup moins représentées, des photographes par exemple, ou bien donc des journalistes comme votre grand-père. Ces Tchèques vivent essentiellement dans 4 arrondissements, mais surtout 2, le 1er et le 8e, puis le 2e arrondissement et le 9e. Donc en fait, autour du Palais Royal, qui est vraiment l'épicentre d'un quartier tchèque, si on veut dire qu'un quartier tchèque n'ait jamais existé. Donc il y a quelques petites rues dans ce quartier qui sont... on va trouver des boutiques tchèques, hein, des rues où on va trouver 4 tailleurs tchèques, 3 fourreurs, enfin voilà, ce genre de profession. Donc c'est un groupe qui est relativement homogène, avec des lieux de sociabilité clairement répartis donc, dans ce quartier du Palais Royal. Rudolf Keppel, lui, ne vit pas du tout dans ce quartier-là, hein, sur l'idée rue Boissonnade, donc rive gauche, donc très loin de là où habitent la plupart des Tchèques. Mais il y a une dispersion géographique pour tous ceux qui ne sont justement pas tailleurs, par exemple. Les intellectuels, enfin Gutfreund, par exemple, le sculpteur, vit boulevard du Montparnasse, donc tout à fait ailleurs, hein, dans Paris, ou Strimpel, un peintre qui a joué un rôle lui aussi important, vit sur l'île Saint-Louis à ce moment-là. Donc c'est vraiment une dispersion plus nette. Rudolf Keppel est venu en 1908, mais des Tchèques, il y en a à Paris depuis les années 1850-60 à peu près. Hein. Ceux qui justement vont se manifester et agir au moment de la Première Guerre mondiale, pour certains sont là depuis les années 1870. Certains ont connu le Second Empire même, donc une présence qui est relativement ancienne. On le voit d'ailleurs hein, au visage de ces gens qui, pour certains, sont âgés et qui ont marqué en fait l'histoire de cette communauté. Alors, Rudolf Keppel va jouer un rôle assez vite au sein de ce milieu, notamment parce qu'il existe d'autres associations. Il y a notamment par exemple des socialistes de Rovnost, donc égalité, qui ont été anarchistes, qui sont libres penseurs, et qui sont devenus, l'association s'est transformée, social-démocrate. Donc c'est eux que nous voyons ici, au Jardin des Tuileries. C'est un groupe qui est marqué très à gauche, hein, donc, mais ce n'est pas les plus nombreux. Ils recrutent parmi justement ces milieux d'artisans ou d'ouvriers, mais beaucoup d'artisans. Le groupe le plus important, il est plus ancien, il date des années 1890 et c'est le Sokol de Paris, une association qui existe toujours, donc, et qui elle est à ce moment-là plus marquée à droite. Keppel, lui, est à part, hein, il est donc membre d'une autre association, mais il va jouer un rôle en 1912, la volonté de réunir ces associations. Alors, je passe sur les détails, mais puisqu'il est journaliste, puisqu'il est correspondant des Narodnisti, il appartient à l'élite et il est relativement important. Il va faire le lien donc, entre ces différentes associations, pas lui tout seul, mais en 1912, il y a un premier essai de réunion. Et c'est en fait en 1914, au moment où la guerre commence, que cela va fonctionner. Donc ça, c'est encore l'association Rovnost, tous ses membres. Effectivement, en 1914, donc, Keppel va être associé à l'entrée en guerre de l'ensemble de la communauté tchèque de Paris, puisque très rapidement, cette petite communauté sans élite véritable va donc s'organiser dès le début de la guerre, avant même la mobilisation en France, au moment où de l'ultimatum contre la Serbie, et le Sokol, Rovnost en particulier, vont s'unir pour former la colonie. Alors, l'idée de la colonie, c'est de fournir à la France des volontaires pour s'engager dans la Légion étrangère, ce qui donc va être fait pendant ce mois d'août 1914,
C'est aussi de protéger les Tchèques qui étaient en fait des Autrichiens au regard des autorités françaises, et donc de leur donner un statut. Donc il va y avoir des contacts pris avec le ministère de l'Intérieur au moment même où se constitue cette colonie, et les Tchèques auront un statut proche de celui des Alsaciens lorrains, donc pas de mise sous séquestre, pas d'internement, pourvu qu'ils soient tchèques. Et cette colonie donc, va se donner le droit et va l'obtenir du ministère de l'Intérieur, alors qu'il n'y a aucun État tchèque de délivrer des certificats de nationalité tchèque, donc jouer le rôle d'un consulat. Voilà. Alors, que fait Keppel? Il n'a pas un rôle de premier plan, mais il fait partie du premier comité de cette colonie. Il en est vice-président, donc il est présent lors de tous ces moments importants, et il le restera en fait tout au long de la guerre. Alors cette colonie, elle va donc jouer un rôle, donc, par exemple aussi en fournissant des infirmières pour l'armée française, et le 22 août, ceux qui se sont déclarés volontaires partent s'enrôler pour pouvoir défendre. Je reprends en fait les mots de la plaque que l'on peut voir aujourd'hui au Palais Royal dans une des galeries de Valois, pour défendre donc aux côtés de la France la liberté des nations et recouvrer l'indépendance nationale. Donc un moment très important pour eux, un moment aussi important pour que les responsables politiques français comprennent qu'il y a des revendications particulières, et que ces gens ne sont donc pas des Autrichiens, ils sont donc autorisés à s'enrôler. Ils formeront une compagnie, la compagnie Nasdar, qui est intégrée à la Légion étrangère et qui combattra pendant la guerre. C'est à peu près 500 volontaires qui vont partir dès le mois de septembre-octobre 1914. Un des rôles, c'est justement de délivrer en fait des certificats de nationalité. Donc là, on est en 1916, on a ce type de correspondance pour indiquer qui est tchèque, qui ne l'est pas, quelles sont les conditions. Il faut être né en Bohème, il faut parler la langue tchèque, il faut aussi avoir manifesté des sentiments tchécophiles ou francophiles, par exemple, s'être engagé. Keppel, lui, dans ce cadre-là, il est donc une des chevilles ouvrières, et aussi un des liens, parce que dans les premiers mois, il y a beaucoup de divisions au sein de cette colonie, des querelles de personnes en réalité. Et Keppel va chercher, lui, à faire le lien entre tous ces gens. Il a un rôle de réconciliateur, d'intermédiaire quand des groupes se divisent. Voilà, donc c'est le rôle qu'il tient. Mais il joue aussi un rôle comme acteur de la révolution tchécoslovaque, mais ça Antoine Marès le dira en évoquant la nation tchèque précisément, donc, et les rapports avec Denis. Donc j'introduis simplement en disant que la question, une fois qu'on a dit qu'on voulait combattre pour la France, pour l'indépendance et contre l'Autriche, il reste à savoir quel est le projet exactement, c'est-à-dire quel État, une Bohème indépendante, une autre chose, un royaume, une république. Bon, il y a des lignes qui s'opposent, il y en a deux notamment qui vont s'opposer. Une première qui est présente à Paris, qui est une ligne pro-russe, enfin, je veux dire russophile, hein, pro-russe c'est un peu contemporain comme vocabulaire, mais russophile, slavophile, qui imagine un royaume de Bohème, éventuellement avec un Romanov à la tête, et donc c'est une ligne qui est oui, absolument, donc il y a effectivement ce mouvement slavophile à Prague même, avec Kramarz, qui en est le représentant le plus éminent. Pour Paris, en fait, pourquoi prend-il ce mouvement? C'est parce que des Tchèques de Russie vont faire le déplacement à Paris et essayer de défendre cette ligne-là. Donc, notamment un certain Koníček Horský, qui est justement quelqu'un qui va dire qu'il faut unifier toutes les colonies de par le monde, la colonie russe, enfin la colonie tchèque de Russie, des États-Unis, d'Angleterre, etc. Et donc, la colonie française qui est considérée comme la plus importante parce que c'est mobilisé très vite. Bon,
il va susciter, et c'est ça en fait, cette photographie que vous voyez au début, la création d'un conseil des colonies tchécoslaves. En fait, c'est un conseil donc, qui doit fédérer l'ensemble des colonies et qui est russophile ou slavophile. Donc Keppel va entrer dans ce comité. La photo est prise justement au Palais Royal, hein, mais c'est tout à fait symbolique, hein, parce que c'est de là que sont partis les volontaires, parce que c'est l'épicentre du quartier tchèque, donc on pose hein, et on se fait représenter ainsi. Ça c'est la première ligne. Bon, Keppel entre dans cette colonie, il espère encore, en fait, et d'autres aussi, que la tendance slavophile ne va pas l'emporter. Des gens de Rovnost, par exemple, en font partie aussi, donc Égalité, les socialistes, notamment quelqu'un qui s'appelle Vesely, qui est debout au milieu, hein, qui était un socialiste, un ouvrier socialiste tchèque parisien. Parce que l'autre ligne, c'est une ligne qui prône le ralliement plutôt à la ligne massarique, donc créer une république, pas un royaume de Bohême, et ce qui sera donc la Tchécoslovaquie, c'est une tendance, disons, occidentaliste, si on veut, hein, pour la nommer ainsi. À ce moment-là, le débat n'est pas vraiment tranché. Keppel joue un rôle, il va même, avant la nation tchèque, être pressenti pour être le rédacteur d'un autre journal qui s'appelle l'Indépendance tchèque, qui doit paraître justement à ce moment-là, à partir de janvier 1915. Simplement, Keppel va aller à Genève, à Noël 1914, rencontrer Masaryk pour le tenir au courant de ce qui se passe, et puis ensemble ils ont un autre projet qui est, dont on va parler avec la nation tchèque, mais Konieczkowski et les autres slavophiles vont profiter de son départ pour l'évincer, pour faire en sorte qu'il ne devienne pas rédacteur de cette indépendance tchèque. Donc on a vraiment une querelle très importante là sur la ligne politique à tenir. Finalement, les dénouements, il va venir quelques mois après, en mai 1915, quand la ligne massarykienne, disons, l'emporte, notamment parce que l'association socialiste de Rovnost et des gens comme Keppel qui n'en font pas partie de cette association socialiste vont manœuvrer pour obliger en fait ce conseil à changer d'optique. Et finalement, les colonies aux États-Unis, en Angleterre, vont voter des motions marquant leur défiance à l'égard du Conseil des colonies tchécoslaves. Donc cette structure va péricliter et va finir par s'éteindre. De même que le journal L'Indépendance tchèque, donc, qui va cesser de paraître dès le mois d'août 1915. Et donc, pour terminer, Keppel, choisissant cette ligne massarykienne, va œuvrer à son succès à Paris, et notamment donc lors de ses entrevues avec Masaryk, Noël 1914, début 1915. Et c'est Keppel qui va proposer à Masaryk, avec l'appui d'Ernest Denis, donc il connaît depuis l'association franco-slave de l'Université de Paris en 1909, de créer ce nouveau journal, donc La Nation tchèque. Donc plusieurs entrevues ont lieu, c'est Rudolf Keppel qui propose le titre de La Nation tchèque, donc il joue un rôle éminent à ce moment-là. Il en devient secrétaire de rédaction, et à partir du 1er mai 1915, en effet, ce journal paraît, 3000 exemplaires, donc un journal qui est relativement important, qui va avoir, donc c'est beaucoup effectivement. Donc Keppel, c'est un des relais essentiels de l'action de Masaryk à Paris, et dernière étape, c'est que, effectivement, outre le journal La Nation tchèque, il faut fédérer les diverses colonies, et Masaryk a un autre projet, c'est de créer une alliance nationale tchèque avec des antennes dans les différents pays concernés, aux États-Unis, où cela existe déjà, en Grande-Bretagne, et puis à Paris, et à l'été 1915, c'est l'ensemble de la colonie qui va choisir cette ligne, donc de façon relativement assez rapidement. Et donc le siège de l'Alliance se trouvera rue Boissonnade, en effet, en même temps que, au même endroit, effectivement, que le journal La Nation tchèque. Donc voilà, Rudolf Keppel va jouer un rôle jusqu'au bout,
dans l'organisation de cette colonie. Il jouera un rôle même après-guerre. Hein. On le voit en 1924 à Paris redevenir brièvement secrétaire de la colonie tchécoslovaque, qui n'a pas disparu avec la guerre, qui joue un rôle maintenant davantage culturel. Évidemment, il n'est plus question de délivrer des quelconques certificats de nationalité, et un rôle social. Et donc Keppel notamment, en 24, va agir pour que à Merlebach, donc en Lorraine minière, eh bien, une école soit fondée pour des enfants d'immigrés tchèques qui vivent là. Donc au final, si vous voulez, Keppel, il est assez peu représentatif. C'est pas le portrait type du tchèque parisien de la Première Guerre mondiale, mais il s'investit très très vite dans la vie associative, et avec un rôle donc à la fois dans l'unification de ces associations avant même la guerre en 1912, puis dans la fondation de la colonie en 1914, il en fait toujours partie dès l'été 14, et avec un pilier de cette colonie et une option politique claire, une Tchécoslovaquie donc, qui serait une république après la victoire. Voilà le rôle brièvement rappelé de Rudolf Keppel. Merci beaucoup pour ce portrait de Rudolf Keppel qui, je pense, a aussi intéressé particulièrement Gilles, et aussi de le situer par rapport au débat qui traversait la communauté tchèque en exil, le débat politique finalement, qui était un débat de fond et qui était un débat, je vais dire, géopolitique. Et quand vous mentionnez l'option russe, l'option slave, Kramach, ancien de Sciences Po, grand francophile, mais aussi grand russophile, voilà, un tsar sur le trône tchèque. Voilà, c'était une des options envisagées. Il y avait l'autre option. C'est vrai que c'était très bien de situer Keppel par rapport à ce débat. Margareta Teinhardt, maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne. Elle est, je crois, une des grandes spécialistes de František Kupka, commissaire de nombreuses expositions, et entre autres une qui, je crois, est en préparation pour 2017 au Grand Palais. Est-ce qu'on a le droit de le révéler? Non, de l'annoncer. Voilà, merci beaucoup. Comme m'avait dit Antoine Marès tout à l'heure, je ne suis qu'une parenthèse ici, parce que je ne parle pas de Keppel, et en plus, mon héros Kupka n'a pas vraiment eu de... Bien sûr qu'il a eu de contact avec la colonie tchèque, bien sûr, mais il n'a pas contribué dans la nation tchèque. Et donc, je me suis... Mais quand même, Kupka s'est bien engagé pendant la Première Guerre mondiale et au-delà. Et dès son déménagement à Paris, on peut le dire comme ça, on peut même peut-être déjà à Vienne, il a été un artiste, on peut le considérer comme un artiste engagé. Cette photographie que vous voyez devant vous, le fou, avec cette photographie qu'il avait exposée à l'exposition universelle à Paris, il avait gagné un prix, une médaille d'argent, et il écrit en 1900 très fièrement à son ami de l'époque, Hanuš Jelínek, je viens de recevoir un message de M. Masaryk qui me remercie pour me fou. Il remarque qu'une telle image était pour nous très importante, précisément maintenant. Alors, il faut dire que cette image, le fou, montre deux mondes, et à la fin, on peut se demander qui sont le fou. Alors, on voit un historiographe et Clio, n'est-ce pas, la muse de l'histoire,
qui envoie les mutilés de toutes les guerres ici, voilà, avec patrie inscrit, et des fous et des gens de bistrots, des cafés, de la vie nocturne, de fous, de flagellants. Bon, alors c'est deux mondes, et qui, en effet, alors a raison, qui est fou. Kupka s'est engagé dans ce sens, alors, et il était très proche de libres penseurs. Et donc, comme on voit ici, la dernière feuille du cycle L'Argent, c'est la dernière feuille, donc c'est l'apothéose, alors, et c'est la science qui triomphe de l'argent. L'iconographie de ces dernières feuilles nous montre très clairement combien il était proche de la philosophie sociale et politique de Masaryk. C'était le petit travail, c'était l'humanité, ce n'était pas une action révolutionnaire par laquelle l'humanité retrouve enfin, donc, va triompher. Ce sera la science, la médecine qui va guérir et aider l'humanité. Donc, Monsieur Capital sur le bouclier de Pallas Athènes, au lieu de la méduse gorgone qui, normalement, Pallas Athènes porte. Alors, on pourrait parler de cette image longtemps, mais je voudrais seulement montrer alors des implications politiques et l'engagement depuis donc, le début de Kupka donc, en France. En 1905, de 1905 à 1907, alors depuis de l'année 1907, Kupka entreprend donc une exposition itinérante qui a été organisée donc, à travers des villes tchèques et moraves, qui était organisée par les milieux plutôt socialistes, Macek, Rudek, il y avait Machar qui était impliqué, Machar qui était le fondateur de la pensée libre, Bruna Myšlenka qui était son ami vraiment très très proche de Kupka. Donc cette exposition où il a exposé justement le feuille, notamment de l'assiette au beurre, le cycle l'argent, le cycle la paix ou les religions. Alors c'était un grand scandale, où donc le côté parti catholique a vraiment insurgi presque, c'était l'affaire Kupka avec Dostar-Lukinov, etc. C'était un grand scandale. Et c'était à nouveau Masaryk qui a pris la défense de Kupka publiquement dans le cadre d'une conférence prononcée devant des étudiants. Donc le lien de Kupka avec Masaryk est assez fort, et son orientation politique est celui d'un libre penseur. Voilà, Kupka et ces quelques feuilles, et là, c'est la plus connue, qu'il avait dessinée pour la revue anarchiste Le Temps Nouveau de Jean Grave. Alors, donc, il était engagé, et c'est une circonstance qui probablement lui a coûté cher dans le milieu artistique tchèque. Il était membre des Manes, mais à cette période, il a été très très mal vu parce que justement cet engagement a contredit en quelque sorte un certain parnassisme de l'association Manes, n'est-ce pas?
Alors, le chemin de Kupka est long et autour de 1912, lorsqu'il obtient la visite de Richard Wein, journaliste écrivain que vous connaissez, et qui écrit un article crucial, visite chez le nouveau Kupka. Alors il voit, lui, le premier tableau donc, non figuratif de Kupka. Alors en 1912, Kupka expose donc le premier tableau non figuratif dans l'histoire de l'art. Alors expose, c'est Amorpha, fugue à 2 couleurs et Amorpha chromatique chaude. Donc il devient quelqu'un d'autre, il devient de jour et à lendemain, il devient donc un représentant d'une tendance. Et le scandale de l'exposition de 1912 du salon a été aussi, c'est un scandale artistique. Kupka, depuis, expose régulièrement. Et comme on sait justement de l'interview, quasi-interview de Richard Weiner, il regarde avec mépris sa période de l'engagement. Il dit, alors c'était quelqu'un d'autre, je me suis senti mal et voilà, mon chemin c'est l'art pur. Vient donc 1912, il expose Salon des Indépendants, Salon d'automne, il expose 1913 à Salon des Indépendants, Salon d'automne. Déjà en 1914, il n'expose plus pour une raison que nous ignorons, mais brièvement, lorsque la guerre éclate, la Première Guerre mondiale, il est parmi les premiers qui se portent volontaires parmi les artistes. C'était le premier, c'était Otto Gutfreund, et suivi tout de suite par František Kupka. C'est un homme, aujourd'hui c'est un jeune, mais il a plus que 40 ans, voilà, à cette époque-là, aujourd'hui c'est la jeunesse verte, c'était donc, et il est décrit par Sandras, n'est-ce pas, dans La main coupée. Alors Kupka déjà, il a des cheveux un peu grillés, mais quand même il va au combat, donc voilà. Donc il s'engage donc parmi les premiers. Il est dans la compagnie Nasdaq et il participe comme Gutfreund aussi au combat de la Somme, notamment la bataille près de Arras le 9 mai 1915, où Nasdaq subit donc de lourdes pertes et Kupka est blessé, il donc rentre, il quitte le front et il travaille pour la colonie tchèque de France. Ici c'est grâce à excuse-moi, c'est François, c'est Kupka. Alors, donc grâce à Antoine, j'ai pu vous montrer par exemple cette solution graphique de ce bulletin. Vous voyez, l'artiste abstrait, l'artiste donc non figuratif, il revient à des formes donc traditionnelles. Mahalet, c'était son grand modèle depuis son enfance, hein, on le dit, on le sait, il en parle dans ses lettres. Donc là, il redécouvre à nouveau donc, cet ornament national. C'est absolument remarquable. Et puis, voilà, je vous montre donc quelques en-têtes du bulletin de la colonie tchèque de France. Là encore, vous voyez toujours ces motifs de l'art populaire qui sont là.
Et on voit aussi combien Kupka reste un artiste qui a passé sa vie, sa jeunesse dans 3 académies ou écoles de beaux-arts. Donc il s'est fait la figure, c'est un peintre comme un peintre d'histoire, c'est vraiment un maître de son métier. Alors voilà. Alors ça, c'est aussi du bulletin, mais c'est reproduit aussi à plusieurs reprises dans d'autres conditions. Là, Kupka nous montre son visage plutôt stylé. C'est ce qui est presque drôle, le profil de ces jeunes alors volontaires et rappelle le tableau et puis des illustrations, le profil de Yo la vache, de ces illustrations bibliophiles. Voilà, là c'est encore projet d'étendre, reproduit aussi donc, dans le bulletin de la colonie tchèque. Encore une fois, Kupka est un dessinateur ici de positionnement héroïque des soldats. Voilà. Encore un autre exemple de ce que je viens de dire. Cette en-tête est suivie, comme je l'écris, d'un appel patriotique. Et je suis une lectrice de Kupka. J'ai lu sa lettre, je l'analyse. Mais cet article que je viens de découvrir grâce à toi, je n'aurais jamais cru que c'était Kupka qui avait écrit. C'était porté par un patriotisme tel que c'est presque, non mais c'est dramatique. Alors voilà, non mais slavophilie, alors nous sommes des slaves, donc et là, et ça, donc il faut dire aussi que cette feuille de bulletin que je vous montre est signée d'Almi. Hein. C'est notre problème éternel d'Almi. On en discute depuis des centaines d'années, nous deux. Donc voilà. Alors donc Kupka, c'est probablement lui, je pense que c'est vraiment lui. Et donc il a signé Dani ou comme il a signé Paul Régnard pour d'autres œuvres de bibliophilie. Pourquoi il a signé avec un autre nom, je ne sais pas, puisqu'il est présent sinon. Donc, voilà. Mais c'est une feuille absolument extraordinaire. Regardez, donc il y a des éléments que nous retrouverons plus tard ou en même temps dans les illustrations bibliophiles, de bibliophilie de Prométhée, par exemple, ici le méchant allemand qui tue l'allemand qui est mensongère, qui porte qui a dans sa poche social-démocratie, qui a ici de bonbons et bon, de toutes les bonnes choses, il coupe les mains, il coupe le pied, pardon. Voilà. Et donc c'est vraiment autre chose que vous ne connaissez pas. Et donc là, les sauveurs sont bien sûr ici, là, le volontaire, et en haut, le film morave ou bohème, donc Saint-Nu, voilà, donc c'est le paradis. Alors, donc une iconographie qui est absolument, alors pour moi, une découverte. Cette feuille, merci beaucoup. Donc en revanche, ces dessins est bien connu, se trouve au Jurjenský historický ústav v Praze, alors là où il décrit probablement Kupka avait l'intention de faire vraiment de grands tableaux de bataille, parce qu'il décrit à l'instar d'un peintre d'histoire, vraiment, qu'est-ce qui se passe, comment il veut le peindre plus tard. Donc c'est voilà.
ou bien Blanic dirige le chevalier de Blanic. Alors, je ne veux pas raconter l'histoire du chevalier de Blanic, en tout cas, avec quel pathos il travaille ici, voilà, et quel grand dessinateur en même temps, toujours. Alors, voilà. Donc, il travaille pour le bulletin, il est président même de la colonie tchèque de Paris. On dit que c'est même Masaryk qui l'a nommé, c'est ce que je lis, mais vous connaissez mieux, bon, voilà. Mais en tout cas, il s'engage, il rentre sur le front en 1918, il rentre en grade de lieutenant de 21e compagnie de chasseurs. Et puis il rentre, donc il va à Prague, il obtient donc le grade de capitaine et il reste à Prague et il remplit les fonctions militaires auprès aussi du ministère de la Défense. Par ailleurs, son ami Machal, il travaille donc aussi comme inspecteur. Voilà. Alors donc à Prague, il organise une exposition qui s'appelle une exposition du front, qui a eu lieu dans le locaux du musée des arts décoratifs à Prague. C'est des caricatures de ses compagnons de l'époque, de ses combattants, de ses connaissances. Alors là, c'est Toman Alesnipana, voilà, ou bien il prépare pour le Památník Osvobození, Mémorial de la Libération, pour une commission, donc le symbole du nouvel État tchécoslovaque. Là, c'est une gravure commémorative. Donc c'est stylé, c'est encore autre chose. Voilà. Donc comme il était très ami avec Wojciech Hinasz, alors c'est une allégorie absolument. Alors 1900, je dirais. Donc voilà, il dessine aussi, mais avec quelle science et quelle connaissance de valeurs, de symboles de ce genre. Il étudie profondément, donc il fait ses travaux aussi, par exemple ici, et on pourrait donc choisir encore d'autres. Alors, c'est un peintre qui est connu et célèbre d'être parmi les premiers peintres non figuratifs. Mais cette période se termine, il fait encore, il rédige encore un album où on montre donc le lieu de combat, notamment en France. Aussi Preissig, par exemple, Wojciech Preissig participe à cet album des États-Unis, n'est-ce pas, c'était l'autre colonie. Et voilà, donc ça, il fait encore à Prague, c'est ma dernière image. Et après, il essaye d'être nommé professeur à l'école des beaux-arts de Prague, il réussit, mais avec de tels problèmes qui repart donc à Paris et qui relance donc se plonge à nouveau dans son travail donc de l'artiste peintre, et il va vers d'autres donc contrées qui sont très intéressants et qu'il faut encore réétudier parce qu'on les avait un peu omis par rapport à la première période non figurative autour de 12. Donc il y a des périodes encore très... Il évolue tout le temps, c'est un artiste très très créatif, mais qui pendant 4 ans s'est vraiment consacré à cette cause et
on pourrait encore parler de d'autres relations donc, avec Gutfreund, etc. Bon, mais je reste ici. Et ce n'est pas, malheureusement, je m'excuse, mais c'est un autre aspect de... Donc, merci. Donc, tu vas dire maintenant, là, une remarque, le document, vous l'avez remarqué peut-être, le document qu'on a vu tout à l'heure, la demande de permis de séjour, est signé Kupka comme président de la colonie tchécoslovaque. Ça, alors, le lien est là. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce que vous avez appelé le patriotisme dramatique. Et son rôle dans la colonie tchèque. C'est vrai qu'on connaissait ces dessins, ces peintures du front. On ne le connaissait pas dessinateur de médailles et de fanions. Ça c'est certainement un aspect méconnu. Mais je crois que c'est pas si éloigné du sujet. Voilà, ça retrace. On passe de Keppel, la nation tchèque, mais aussi la communauté tchèque et son engagement pendant la guerre. Antoine Marès, professeur à la Sorbonne et l'auteur d'une biographie de Ménèche qui est parue cette année. Donc, on est dans le sujet. Merci Jacques. Je voudrais tout d'abord dire que je n'ai jamais dit que Markéta était en parenthèse. En revanche, il est vrai que voir l'évolution de l'anarchiste Kupka, illustrateur d'Élysée reclus quand même, qui devient un patriote, qui a même sidéré Markéta, est à noter, et qu'effectivement cette période patriotique a été une période entre parenthèses, et que Kupka est sorti à nouveau de l'officialité très vite, puisqu'il revient à Paris et il exerce une sorte de magistère. Il a le titre de professeur et qu'il va encadrer pendant toute l'entre-deux-guerres les travaux que font les jeunes peintres tchèques qui viennent à Paris. Il les emmène au musée, il les emmène dans les cafés pour leur parler de l'histoire de l'art. Et c'est un aspect des choses qui a été mis en lumière par la thèse d'Anna Karadova sur les artistes tchèques dans l'entre-deux-guerres. Alors, mon travail, je dirais, va être facilité par ce qui a été dit auparavant. Je n'ai pratiquement plus rien à dire, mais quand même, quelques remarques. Quelques remarques de mise en contexte de la nation tchèque. Comme ça a été déjà rappelé, donc la nation tchèque est née en mai 1915, à l'initiative notamment de Rudolf Keppel, et à ma connaissance, c'est Rudolf Keppel qui est à l'origine de l'idée de ce lancement, et c'est Ernest Denis qui l'a reprise avec enthousiasme. Et effectivement, Ernest Denis était à l'époque très connu des Tchèques. C'était à la fois l'ami vigilant, le conseiller, le père tutélaire des Tchèques, et qui venait régulièrement le consulter. Et Denis s'est immédiatement investi dans cette tâche de direction de la nation tchèque, avec le poids de son titre de professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Nous sommes à ce moment-là dans une première phase de l'action de ce qu'on appelle les colonies tchèques à l'étranger, et il faut en rappeler différentes dimensions. Je rappellerai 4 points. D'abord, c'est une action éclatée qui repose sur un milieu peu structuré, sans habitus politique fort, mais qui est regroupé déjà au sein d'associations aux États-Unis, en France, comme l'a évoqué longuement Jean-Philippe Namon, ou en Russie. Deuxième point, ces colonies de Tchèques et de Slovaques, puisque tel est le nom qu'on va leur donner, le nom de colonies, se sont manifestées dans les pays belligérants de l'entente, que ce soit en France ou en Russie, immédiatement, en s'engageant sur le plan militaire, en formant des unités. On a rappelé Nastar. En Russie, c'est la même chose avec l'unité de Vauchba.
il y a là un geste qui en fait a trois dimensions qui se complètent. Il faut pas, l'historien doit prendre une distance par rapport au discours autolégitimateurs, d'autolégitimation qui ont cours. Alors le premier point, c'est évidemment une ententophilie, c'est-à-dire le fait que des Tchèques, des Slovaques sont arrivés en France ou en Russie, c'est pas un hasard. Ils ont une sympathie pour la France, sympathie pour la Russie. Deuxièmement, c'est aussi une condition de survie. Les Tchèques et les Slovaques en France, ce sont des citoyens austro-hongrois. S'ils ne manifestent pas leur soutien à la France, ils sont considérés comme des citoyens austro-hongrois, ils sont relégués, leurs biens sont confisqués. Donc, ce geste fort de l'engagement est un moyen de se protéger de mesures qui seraient dommageables pour eux et leur famille. Et puis enfin, c'est un pari sur l'avenir. C'est un pari sur l'avenir dans la perspective de l'autonomisation étatique de leur espace national. Le troisième point, c'est qu'une telle démarche est extrêmement minoritaire parmi les Tchèques et les Slovaques. Alors là encore, l'historien va à l'encontre des discours dominants. N'oublions pas qu'à cette époque, l'immense majorité de la classe politique tchèque est soit favorable à la monarchie, c'est le cas des catholiques et des sociodémocrates, pour des raisons différentes bien sûr, soit passive, dans l'attente, attendant de voir comment les choses vont évoluer. L'immense majorité, sinon la totalité, de la classe politique tchèque aspire simplement à une transformation trialiste, à une fédéralisation de l'Autriche-Hongrie. Il n'est question à aucun moment, sauf dans un tout petit groupe qu'on a qualifié de catastrophiste, de mettre à bas l'Autriche-Hongrie. Donc il y a un petit groupe qui se forme en fait au moment où éclate la guerre, qui considère que l'Autriche-Hongrie a perdu sa fonction d'équilibre qui était sa légitimation et qui décide de s'engager. Alors, comme ça a été rappelé, ce petit groupe, c'est vraiment un petit groupe, ce sont des individus, ce sont quelques dizaines d'hommes, se partagent en deux camps, le camp russophile, ou slavophile, et le camp occidentophile ou ententophile. Et en fait, ce groupe va commencer par ces deux petits groupes vont s'opposer de façon extrêmement violente. Et c'est mon dernier point, ils s'affrontent, et ça a été rappelé pour la France, mais ils s'affrontent sur tous les terrains de façon très forte. Le groupe russophile étant affaibli par plusieurs circonstances. D'une part, l'échec des Russes sur le front galicien au printemps 1915, au début, on s'attend à l'automne 1914, et en hiver 1914, même au tout début de l'année 1915, à ce que les troupes russes dévalent en Moravie, à travers la Galicie. Puis il y a une réaction allemande et austro-allemande qui les repousse. Et à partir de ce moment-là, bien cette pression va s'accentuer. Alors, la carte de guerre défavorable à la Russie joue en défaveur du parti russophile. Et puis il y a évidemment les enjeux idéologiques derrière. Les russophiles, ce sont des conservateurs, des tsarophiles. Les occidentophiles, ce sont des partisans de la démocratie. Leur modèle, c'est la Grande-Bretagne, ce sont les États-Unis, voire la France. Alors ce sont les quelques points qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre la situation. En France, pendant cette phase, la colonie tchèque, les Slovaques, ça a été rappelé, sont beaucoup moins nombreux, doit convaincre les responsables et l'opinion que leur groupe est acquis au but anti-germanique de Paris. C'est un groupe d'ailleurs très hétérogène, comme ça a été rappelé, des artisans, des intellectuels, et l'exemple de Marquetta venait rappeler que les artistes sont très présents aussi dans ce groupe. Et ils jouent un rôle
un rôle moteur. On a parlé de Kupka, on a évoqué Strimpel, qui va être un proche de Beneš, son ami intime, en fait, celui qui restera intime jusqu'à sa mort en 1937. Il y a d'autres artistes qui ont été très actifs dans l'aventure du Conseil national et des légionnaires. Et ce petit groupe s'appuie sur un petit lobby français constitué en particulier de parlementaires, de journalistes et d'universitaires qui prennent immédiatement, dès 1914, parti pour la protection de ce groupe. On fait souvent la comparaison entre les Tchèques et les Alsaciens lorrains pour dire ils sont engagés dans la guerre contre leur gré. Alors, bien sûr, tout ça est exagéré, mais la propagande tchèque va utiliser à plein cet argument. Et parmi ces universitaires, il faut citer au moins deux noms, Louis Léger et Ernest Denis, que je rappelais il y a un instant. C'est alors qu'on va rentrer dans un deuxième temps plus politique qui va expliquer l'évolution de la nation tchèque. Et là, je suis obligé d'évoquer Edvard Beneš, évidemment, l'homme de liaison entre Masaryk et la mafia, qui est contraint parce qu'il est menacé de quitter les pays tchèques en septembre 1915, et qui rejoint Masaryk d'abord en Suisse, et puis en Suisse, et puis dans un deuxième temps, c'est la France qui lui est affectée parce que le jeune Beneš, assistant en sociologie à l'université Charles, a fait un séjour déjà entre 1905 et 1908 en France, qu'il est bon francophone, qu'il a traduit Zola, que le modèle français est quelque chose qui le fascine et qu'il est censé avoir des contacts plus fluides avec les Français. Et c'est à ce moment-là que on passe de l'action patriotique associative à l'action politique. Et Beneš va d'ailleurs pouvoir compter sur l'aide extraordinairement efficace du Slovaque Milan Rastislav-Štefanik. C'est à ce moment-là, au mois de novembre, qu'est publié le manifeste du comité d'action tchèque à l'étranger, et c'est dans la nation tchèque que le 15 novembre, le texte français de ce texte qui a été publié en tchèque dès le 14 novembre dans Československá samostatnost, c'est-à-dire l'indépendance tchécoslovaque, est publié. Je vais vous lire quelques lignes de ce texte parce qu'il est tout à fait emblématique de l'atmosphère de l'époque. Au moment où le noble peuple serbe se ramasse dans un suprême effort pour contenir l'attaque allemande, quand les officiers prussiens et les tortionnaires habsbourgeois que hante le spectre de la punition prochaine écrasent sous leurs talons les populations slaves, quand les Dalmates, les Croates, les Slovènes, les Polonais remplissent les cachots et périssent par milliers sur les routes de la déportation et de l'exil, quand d'un bout à l'autre de l'Empire, les cadavres des martyrs se balancent au gibet, les Tchèques et les Slovaques, frères de race, de langue et de souffrance, se lèvent à leur tour pour crier aux Habsbourg et à leur séide leur mépris et leur haine, et pour leur déclarer, en face de l'Europe prise à témoin, qu'il ne saurait plus y avoir rien de commun entre les généreuses nations slaves et les misérables exécuteurs des basses œuvres des Hohenzollern. Ce que nous réclamons désormais, c'est un État tchécoslave, complètement indépendant. Grâce aux Alliés, la Bohême indépendante et groupant autour d'elle tous ses fils sera, avec la Serbie, définitivement délivrée de la menace hongroise, un élément d'équilibre, une garantie de la paix universelle, un ouvrier utile dans le grand atelier de l'humanité. Alors c'est un texte lyrique grandiloquent qu'on peut lire d'ailleurs à différents niveaux qui se gardent d'entrer dans des détails qui hypothèqueraient bien sûr la liberté d'action de la résistance extérieure. Alors en quoi les activités changent pour les Tchèques?
Avec l'arrivée de Beneš en France, on sort de la sensibilisation d'opinion sans l'abandonner, mais on passe surtout au contact avec les plus hauts responsables politiques et militaires et à la fondation du Conseil national des pays tchèques, qui sera baptisé quelques mois plus tard Conseil national tchécoslovaque. Le mouvement d'opposition à l'étranger se structure sous la direction de Masaryk, et avec le recul de la Russie sur le front de l'Est, les russophiles doivent définitivement céder la place aux occidentophiles, aux occidentalistes. C'est dans ce cadre qu'il faut situer l'évolution de la nation tchèque, installée rue Boissonnade, au domicile de Rudolf Keppel, jusqu'en avril 1916. C'est le moment où la rédaction et l'administration de deux revues, Československa samostatnost, qui est, si vous voulez, destinée plus au public tchécophone et à l'ensemble des colonies, rapatriée d'Annemasse avec son rédacteur en chef Lev Sichrava, et la nation tchèque sont réorganisées au 3e étage de la rue Bonaparte. Loué à son tour, parce que la location s'est fait d'abord, premier étage rez-de-chaussée, puis 2e étage, puis 3e étage, 1200 francs pour le 3e étage, et c'est à partir d'octobre 1916 seulement que la nation tchèque devient l'organe du Conseil national tchécoslovaque, après avoir été essentiellement celui de la propagande tchèque en direction du public français. L'action de Beneš est bien sûr concentrée sur la France, mais elle ne se limite pas à la France, et c'est une source de tension avec un certain nombre de membres de son entourage, notamment de Stefanik, qui n'approuvent pas forcément les options prises par Masaryk pour des raisons successivement opposées. Dans un premier temps, parce que Stefanik en veut aux amis universitaires de Beneš, les professeurs Denis et Eisenman, donc je n'ai pas encore cité, de leur manque de souplesse dans les affaires italo-yougoslaves et de leur soutien inconditionnel à Belgrade. Stefanik ne supporte pas l'intransigeance des Slaves du Sud, dans laquelle il voit un obstacle supplémentaire pour la cause tchèque. Et ça gêne également Beneš. Ça débouche sur une crise autour de la ligne éditoriale de la nation tchèque, dont Ernest Denis, qui en est le directeur, qui est partisan des Slaves du Sud sans retenue ni précaution diplomatique, doit se mettre en retrait. C'est une première phase, et le 13 septembre 1916, il est finalement conclu entre Beneš et Denis que la nation tchèque, devenant l'organe du Conseil national, Denis se mettra en retrait. En fait, il restera nominalement à la tête de la revue, la rédaction en chef, jusqu'en juin 1917, moment où Beneš lui succède officiellement sur la revue. Le point de vue pro-yougoslave de Denis et de ses amis était devenu un handicap trop important pour la politique italienne du Conseil national. Ainsi voit-on se refléter dans la succession à la direction ou à la rédaction en chef de la nation tchèque, non seulement des rivalités de personnes, mais aussi des orientations politiques. Alors, tout d'abord Rudolf Keppel, aux côtés d'Ernest Denis, bien que l'un soit catholique, convaincu, Rudolf Keppel, et Ernest Denis, un protestant non moins convaincu, ça ne semble pas avoir gêné leur relation, parce qu'ils sont unis tous deux dans un patriotisme tchèque commun. On a rappelé les liens tout à l'heure de Rudolf Keppel avec la famille Dyck, qui est un apôtre du patriotisme tchèque, pour ne pas dire plus. Et puis ensuite, c'est Beneš qui prend la tête de la revue et qui tient ainsi les rênes de la propagande jusqu'en octobre 1918. Puis lui succède le socialiste slovaque Ivan Marković, qui est membre de la délégation tchécoslovaque à la conférence de la paix, et puis Hanuš Jelínek, qui revient, qui est très connu des Français, puisqu'il a été le premier enseignant tchèque en France, faire un cours de littérature à la Sorbonne
Stéphane en 1910, je crois, hein, si je me trompe, et qui va avoir pour secrétaire de rédaction quelqu'un dont il faut citer le nom, parce que je pense qu'il a joué un rôle important, comme Rudolf Keppel, je dirais, dans les machines, dans l'organisation de la nation tchèque. C'est un personnage qui écrit sous le nom de Jules Chopin, qui est le pseudonyme de Jules Pichon, qui a... on trouve des traces un peu éparses dans les archives, qui a joué un rôle relativement important pendant toute la guerre aux côtés de Beneš. Et comme on le sait, Janusz Jelinek va être un des principaux animateurs de ce qu'on pourrait appeler le lobby tchécoslovaque des années 1920 à Paris. Je voudrais terminer simplement en disant qu'il restera de ces épisodes de la Première Guerre mondiale une certaine amertume parmi les originaires, parmi les Tchèques et les Slovaques de France implantés avant la guerre. Jean-Philippe Namon connaît bien la question. Notamment un sentiment de dépossession de leur lutte originelle dès le mois d'août 1914 au profit des politiques. Au profit des politiques, d'où une guerre des mémoires très inégale qui a été menée après la lutte du pot de fer contre le pot de terre, en quelque sorte, et face à la mémoire de ces humbles, de ces premiers engagés, je dirais d'une certaine façon dont Rudolf Keppel faisait partie, eh bien c'est la mémoire étatique représentée par Beneš et ses souvenirs de guerre parus à la fin des années 20 qui va l'emporter, et cette mémoire étatique aura tendance à gommer le rôle des précurseurs dont Rudolf Keppel faisait partie. Merci Antoine. Merci en particulier d'avoir souligné au début qu'en 1915, au moment où est créée la nation tchèque, aucune vision claire, ni du côté tchèque, ni du côté français ou occidental, sur ce qu'est le projet politique, ce que devrait être la configuration politique en Europe centrale après la guerre. C'est une petite minorité, c'est important de le dire, ni en Bohème, ni majoritairement ici dans les Français, on avait un projet clair, la guerre est déclarée, et donc nous savons en gros à quoi devrait ressembler la carte politique de l'Europe de l'après-guerre. C'est là qu'on voit comment, dans ces situations-là, les groupes d'exilés, peu nombreux, mais à condition qu'ils soient influents politiquement, c'est là où le lien entre la propagande et la diplomatie est important, peuvent jouer un rôle qui n'est pas du tout évident au départ, au moment fondateur de la revue. Bon, je crois que le temps file, mais nous avons un peu de temps. Le directeur nous dira quand il faut s'arrêter. On a du temps pour les questions de votre part, et si vous pouvez les faire relativement brèves et peut-être pas un long développement. Voilà, un micro qui va circuler. Je voulais savoir, madame, y a-t-il eu des rapports entre Kupka et Kokoschka? Kokoschka qui est mort à Londres en 1964, j'ai visité sa maison, et il est parti en Angleterre. Y a-t-il eu des rapports entre eux? Non, il n'y a pas de rapport. Ah oui. Il n'y a rien qu'on puisse retracer. Alors, par écrit, il n'y a pas. Mais en tout cas, c'est une autre génération. Lorsque Kupka était à Vienne, Kokoschka était très très jeune. Non. Ici, ils se sont connus, je ne crois pas. Hein. Peut-être il a vu, par exemple, Kokoschka qui commence à la Kunstschau et Kupka y expose. C'est un grand scandale avec Kokoschka. Alors donc il a peut-être su, mais il n'y a pas lien exact. Il n'a pas levé la main, mais je vais peut-être me tourner vers Stéphane Reznikov.
s'il veut bien, peut-être, s'il a un commentaire ou une observation, il est quand même, il a un grand spécialiste du sujet, et oui, juste pour souligner qu'on connaît mal l'activité parisienne de Rudolf Keppel, qui servait un peu d'interface avec tous les étudiants, les journalistes, les artistes tchèques qui passaient, c'est que raconte bien nos Jelinek dans ses mémoires. Donc peut-être des trouvailles, c'est peut-être dans ces milieux-là aussi que les artistes étaient plus sensibles aux questions d'indépendance que les politiques à l'époque. Donc cette macération intellectuelle a probablement joué un rôle. Mais effectivement, comme la mémoire de ces précurseurs n'a pas été valorisée, ils ont été moins étudiés, évidemment. Bon, faut rassembler. C'est un travail d'historien, hein, mais qui reste à faire, effectivement, dans le cadre de Rudolf Keppel, c'est assez net. Hein. Jelinek fait quand même grand cas de Rudolf Keppel dans ses mémoires, lien avec Victor Dick, avec des radicaux qui sont des précurseurs intellectuellement de l'indépendance, à mon avis. Bon, à suivre, hein, à étudier, dans cette colonie tchèque, avec des étudiants peu nombreux, mais qui se renouvelaient. Chaque année, des artistes qui passaient, beaucoup d'artistes tchèques passaient, bon, ils ne restaient pas nécessairement très longtemps, mais il y avait quand même une relève en permanence, et Rudolf Keppel, comme il était là, les a vus à peu près tous passer, donc des réseaux se sont créés, mentionné avec Denis, avec d'autres, donc ça, il y a encore peut-être des trouvailles à faire, mais je sais que d'un point de vue d'archives, c'est pas évident. Surtout dans des témoignages, dans des correspondances, voilà, juste donc appel aux bonnes volontés. Oui, il y a un gisement qui n'a pas été encore exploité et qui mériterait de l'être, donc je lance un appel s'il y a parmi vous des étudiants ou des Tchèques. Il y a une formidable correspondance au Památník písemnictví à Prague, entre Keppel, Rudolf Keppel et la famille Dick. Sur la période qui précède la guerre, entre 1911 et 1914, et là il y a vraisemblablement un gisement à exploiter pour mieux approfondir le rôle de Rudolf Keppel comme quelqu'un qui dynamise les relations entre la France et l'espace tchèque juste avant la guerre. Sur la période de la guerre, il y a peu de choses. J'ai vu des traces, hein, on voit la présence de Rudolf Keppel dans les archives Bénèche, par exemple, les différents fonds concernant la Première Guerre mondiale, mais très peu de choses parce que je pense tout simplement qu'il était complètement absorbé par le travail qu'il avait à faire, par les contacts à nouer, qu'il était aux côtés de ceux qui dirigeaient en quelque sorte ce travail, et par conséquent il n'y a pas de traces, il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de raison d'avoir des correspondances, et la correspondance bien sûr avec Prague, la correspondance avec les Dick est interrompue à ce moment-là, pour des raisons évidentes. Oui, merci d'abord à tout le monde, toutes et tous, pour ces choses très, très passionnantes, et que Stéphane a bien mise en relief en soulignant, après Antoine aussi, la dimension finalement d'exhumation d'une mémoire qui n'a pas eu voix au chapitre. Outre ce que tu viens de mentionner sur la correspondance avec Dick dans l'avant-Première Guerre mondiale, je dispose, vous avez commencé à le regarder mais sans avoir le temps, de toute une correspondance d'après, c'est-à-dire des années 20, qui est essentiellement une correspondance amoureuse, mais qui nous renseigne aussi sur le milieu artistique, puisque, autant que je sache, enfin, ce que mon père m'a dit, il connaissait bien Kupka. Et alors vous n'avez peut-être pas vu dans la correspondance d'archives Kupka des choses oui, mais je crois qu'il y a... Voilà, oui, je crois, mais c'est dans une langue que je ne connais pas, donc vous êtes la bienvenue si vous voulez regarder. Et il y a aussi toute une relation avec Otakar Kubin.
puisque sa future femme a été pendant au moins un an modèle de Koubine à Signane. C'est là que soupçon. Et donc, il me semble que là aussi, si parmi les étudiants, si on a toujours un peu d'argent, peut-être faire lire cette correspondance. Bon, tu as regardé son journal de guerre pendant les années longues, qui est essentiellement un journal personnel, qui raconte, il était à la messe avec sa fille, ça confirme son côté calotin terrible. Mais on a là aussi quelque chose sur le milieu tchèque français, enfin parisien de l'après-guerre, qui n'est plus dans la logique de la construction d'une nation, mais finalement du maintien d'une identité. Kupka en est bien sûr la figure centrale, il va passer ici d'une certaine façon, au moment où précisément une grande partie des artistes tchèques, on le voit bien au musée à Prague, sont d'une certaine façon mangés par l'art parisien et le reproduisent en grande partie. Et j'étais curieux justement de savoir si le personnage de Koubine avait fait l'objet de travaux qui sont lisibles par quelqu'un comme moi de l'alphabet. Et parce que là on a un itinéraire qui est tout à fait curieux, qui est un peu l'inverse de celui de Kupka, puisqu'il commence abstrait et il finit réaliste, figuratif, néo-césanien. Et il y a beaucoup de Koubine dans les musées français. À Alger, par exemple, au musée des Beaux-Arts, où personne ne va jamais, il y a une petite statue de nue au miroir de Koubine, dont je ne sais pas si c'est vraiment vrai. En tout cas, ça m'intéressait beaucoup de savoir si Koubine a été étudié. Oui, oui. Oui, alors oui, surtout la première période. Il était bien sûr membre du groupe koubiste, Skupina, donc avant de partir en France. Et cette période est bien étudiée. Il y a une monographie, si je me souviens bien, mais elle date déjà. Et surtout, ce que je voudrais dire, il est très peu étudié ici en France. Alors il est dans des collections du Centre Pompidou, il y en a pas mal. Dans le temps, il était parfois quelques de ces tableaux dans les accrochages du musée, mais il a disparu. Dans les récents, oui. Non, mais il y a des chercheurs qui s'occupent de Koubine, mais de nos jours, moins qui s'occupent de Koubine des années 20-30, parce que ça va revenir, parce qu'avec le retour à l'ordre qui commence à intéresser, oui, ça va probablement. Mais il y en a quand même des choses. Pardon. D'abord, je voudrais exprimer un grand merci de la part de l'ambassade de Slovaquie pour cette soirée extraordinaire. Je viens de la génération de révolution de Valour. J'ai terminé mon collège l'année de notre révolution démocratique. J'ai appris l'histoire découpée en fait de l'histoire sans les pages sans les pages sur lesquelles devait être écrite cette histoire en France. Comment notre pays, comment notre République tchécoslovaque a été créée. En fait, j'apprends notre histoire ici, en France. Merci. Voilà, merci. Maintenant, j'ai vraiment deux questions.
Vous avez mentionné il y avait des groupes occidentophiles et russophiles. Est-ce qu'il y avait des personnages connus parmi les russophiles? Est-ce que vous pourriez dire quelque chose des personnages des russophiles de cette période? Et deuxième question, concernant des relations du groupe à Paris avec des groupes, par exemple, en Belgique, quand je travaillais à l'ambassade en Belgique il y a 15 ans, j'ai eu des relations extraordinaires avec Vesela Volnost, qui était créé en 1904. En ce qui concerne les groupes russophiles, bon, il faut rappeler peut-être qu'au printemps 1914, il y a des démarches qui sont faites par des Tchèques, en particulier par Václav Klaus et par le leader du Sokol, Scheiner, qui prennent des contacts avec les Russes. Et ils évoquent la possibilité d'un soulèvement en cas de guerre, d'un soulèvement des Tchèques. Et ils rencontrent le ministre des Affaires étrangères, Sazonov, qui ne répond absolument pas à leur demande, qui leur dit non, c'est ce qui montre bien que les Russes se défient des Tchèques, parce que pour les Russes à l'époque, conservateurs, les Tchèques sont des libéraux. Et derrière le clivage entre russophiles et occidentophiles, comme je le disais, il y a cette dimension politique. Les Tchèques sont dangereux depuis Karel Havlíček Borovský. Depuis le XIXe siècle, ils ont une réputation un peu sulfureuse dans les milieux conservateurs russes. Alors, la personnalité phare de ce courant, c'est Karel Kramach, évidemment, alors je parle des Tchèques parce que les Slovaques, paradoxalement, sont représentés essentiellement par les Slovaques américains, qui ont un tropisme américain, qui ne regardent pas, parce qu'ils pourraient, on sait que dans le tissu politique slovaque, il y a une russophilie qui est assez forte depuis le XIXe siècle, mais en l'occurrence, dans le débat dans l'immigration, ce sont surtout des Slovaques américains, commencé par Stefan Ossowski aussi, qui a rejoint Beneš en 1916, fin 1916, je crois. Donc c'est Kramach. Mais Kramach, qui est une personnalité centrale par rapport à Masaryk dans le paysage politique tchèque. Kramach, c'est une des personnalités essentielles. Et c'est intéressant de voir qu'il y a très peu de gens qui ont pris parti pour la rupture, mais des personnalités qui pesaient lourd, dont Kramach, Klovač et quelques autres. Voilà ce que je pourrais répondre à votre question. Quant à la remarque plus générale que vous faisiez, effectivement, moi je l'ai ressenti de l'autre côté, puisque je suis un Français qui a commencé à étudier l'histoire tchèque et que j'ai vu les effets d'aller-retour entre ma vision de l'histoire tchèque au lendemain de 89 et la perception que pouvaient en avoir les Tchèques. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'histoire tchèque et l'histoire slovaque, l'histoire tchécoslovaque, donc les trois aspects, sont le résultat d'allers-retours permanents et d'une internationalisation. Et c'est, je crois, ce qui change aujourd'hui le regard que les Tchèques et les Slovaques portent eux-mêmes sur leur histoire, du moins dans le domaine savant, parce que dans le grand public, c'est peut-être un peu différent. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie très chaleureusement tous les participants. Je suis très heureux que cette soirée ait eu lieu. Et je vous demande une petite patience avant d'ouvrir le buffet. On va arranger un peu les... Oui, il y a...
On va ranger des chaises et évidemment, il y a des livres qui sont disponibles qui appartiennent à l'Institut Slav, voilà. Donc, merci beaucoup, merci à vous, merci au public et donnez-nous quelques secondes pour ranger la salle avant le buffet. Merci beaucoup.